tout à l'heure, on s'est laissé sur ce message d'erreur qui était dû à quoi? Qui était dû à ceci. Donc, je vais stopper l'exécution et je vais retourner dans notre classe livre. Donc, notre classe livre contenait un ID, un titre, un prix, et on a décidé d'y rajouter une description dans le but de faire apparaître dans notre base de données un champ description ici. Ce qui a été refusé par le Framework Entity. Pourquoi? Parce qu'en modifiant la structure de notre table, de notre classe livre, excusez-moi, on modifiait le modèle qui avait servi à générer la base de données. Et donc, il n'y avait plus de cohérence entre nos classes entités et la structure de base de données correspondante. Pour permettre qu'on puisse modifier à la volée les classes entités qui existent déjà, ou leur rajouter des attributs, ou même en enlever, ou créer des relations, ben, il faut activer ce qu'on appelle le Migration API. Donc, ce que je vais faire, je vais me débarrasser de ma description qui se trouve juste ici. Je vais aussi me débarrasser du prix que, vous savez quoi, laissons le prix ici. On va plutôt aller compléter notre classe, notre classe détail et on va essayer de modifier notre base de, on va compléter notre classe détail livre et on va essayer de régénérer notre base de données. Évidemment, après avoir activé ce qu'on appelle les migrations. Donc, le fait d'activer les migrations va nous permettre de modifier les classes qui existent déjà, de contrôler leurs attributs, de rajouter des relations sans avoir le message d'erreur qu'on a eu tout à l'heure. Donc, allons-y. Je vais d'abord commencer par par coder ma classe livre détail en la laissant toujours dissociée de la classe livre dans un premier temps, juste pour montrer qu'en activant les migrations, on peut ajouter de nouveaux éléments à notre base de données. Et ensuite, on va s'attaquer aux relations. Donc, allons-y. Donc, je vais aller dans livre détail, puisque livre a l'ID, le titre et le prix. Livre détail va avoir, disons, la description. Donc, string, la description. Parfait. On peut avoir quoi d'autre? On peut avoir le nombre de pages. Donc, prop, ici, int. Donc, attention à vos micros. Attention à vos micros. Soufiane, ton micro. Donc, le nombre de pages. Quoi d'autre peut être intéressant ici dans la description du livre? Le genre du livre. Est-ce que c'est de la fiction, de la romance, de la science, etc. Donc, encore une fois, je vais aller avec une string. Genre. Et retournons dans livre, j'ai mis quoi? Livre, titre et... Parfait. Donc, laissons ça comme ça. Donc, si et maintenant que j'ai rajouté du code dans détail de livre, je vais sauvegarder détail de livre et je vais venir rajouter à l'intérieur de mon bibliocontexte un DB7 pour détail de livre. Parce que je le répète, c'est seulement lorsque on rajoute une classe à l'intérieur d'un DB7 dans notre classe héritant de DBContext que cette classe devient une classe entité. Donc, voilà. Et appelons ça détail de livre avec un S. Donc,
à ce stade-ci, encore une fois, si j'essaie de générer la base de données, ça va toujours générer une erreur. D'ailleurs, prouvons-le. Donc, si je donnez-moi juste 2 secondes pour voir si dans mon contrôleur, oui, on exécute toujours du code. Donc, je vais essayer de lancer et on va grosso modo avoir la même erreur que tout à l'heure. Parce que oui, disons qu'on est dans un second cas d'utilisation et on se rend compte qu'en plus de la table livre, il nous faut la classe détail livre. Qu'en plus de la table livre, il nous faut la table détail livre. Donc, on essaye de créer la table détail livre à partir de la classe détail livre et boum. Ce n'est même pas l'erreur à laquelle je m'attendais que j'ai eue et c'est normal, c'est parce qu'on a oublié de rajouter une clé dans notre fameuse table. Donc, propre, excusez-moi pour ça. Donc, propre. Voilà. Donc ici, int, et ça va être détail de livre ID. Parfait. Donc, je vais sauver et je vais relancer. Donc, j'ai un nouveau cas d'utilisation. Je me rends compte qu'en plus de la table livre, ça me prend la table détail de livre. Je viens, qu'est-ce qui se passe? Détail entity has no key defined. Define the key for the int. Détail de livre. Ça va? Il faut que ce soit écrit comme le nom de la classe plus ID ou tout simplement ID. Donc, vous savez quoi? Excusez-moi pour ces petites erreurs d'inattention, mais ça vous permet de ne pas les faire parce que vous voyez exactement. Donc, allons-y comme ceci, sauvons le tout et normalement, cette fois devrait être la bonne. Donc, je me rends compte que dans mes cas d'utilisation, en plus de la table livre, j'ai besoin de la table détail de livre, mais dans mon code entité, tout ce que j'avais, dans mon code d'entité, tout ce que j'avais, c'était une classe livre, donc ça générait seulement la table livre. Je crée donc la classe détail de livre et je m'attends à ce que le framework soit capable de générer automatiquement pour moi la table détail de livre. Et j'obtiens le message suivant. On me dit que le nouveau modèle entité que j'ai ne correspond pas à la base de données déjà existante et que pour permettre que la base de données existante soit modifiée en fonction des changements que je fais dans mon modèle entité, je dois activer les... Ça va? Donc, les Code First Migration. C'est ce que nous nous apprêtons à faire. Une fois qu'on aura activé les migrations, lorsqu'on va relancer notre application, on va remarquer qu'au niveau de la base de données, la table détail livre aura elle aussi été créée. Donc, c'est le but ici, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc, je stoppe ceci et où est-ce que je peux aller activer les fameuses migrations? Donc, on va venir ici dans Outils. Et dans Outils, on a Nugget Package Manager. Et dans Nugget Package Manager, on a Packet Manager Console. Donc, on a une console ici, donc un invite de commande. Donc, dans mon invite de commande, qu'est-ce que je vais écrire? Et portez-y attention, enable, qui veut dire activer tout simplement, enable-migrations. Donc, je vais activer les migrations. Non seulement je vais activer les migrations, mais je vais activer les migrations de manière automatique. Je veux que chaque fois que je fais un changement sur une des classes entités de mon application, que ce soit pour lui une annotation ou rajouter un champ, rajouter une relation, automatiquement, ces changements soient répercutés sur ma base de données. Donc, on va rajouter une option et cette option, ça va être enable automatique
automatic migration, cette fois-ci sans S, 2 points, signe de dollar, true. Donc, je vais le copier dans la fenêtre de chat. Laissez-moi l'exécuter en premier lieu pour voir si je n'ai pas fait. Et si je n'ai pas fait d'erreur d'orthographe ici, lorsque je vais l'exécuter, on va voir en regardant l'arborescence de projet que Visual Studio est non seulement l'arborescence de projet, mais la fenêtre ici de code, que Visual Studio va générer une nouvelle classe pour nous. Une classe qui va s'appeler Configuration et qui va contenir différents paramètres qui nous permettent de configurer la manière dont le Entity Framework va gérer les migrations de notre base de données d'une version à l'autre. Donc, laissez-moi copier ceci. Enter pour l'exécuter. Parfait. Jusque-là, tout va bien. Aucune erreur, aucune explosion. Ça devrait travailler. Attendons un peu. Voilà. Donc, on voit que ça a travaillé et on voit que, effectivement, j'ai une classe configuration qui a été créée dans un dossier migration et cette classe configuration, elle est juste ici. Donc, je vais vous coller dans la fenêtre de chat la ligne à utiliser pour être sûr que vous ne faites pas de faute d'orthographe en la tapant. Donc, que dois-je faire avec cette classe de configuration? On voit ici Automatic Migration Enable True. Donc, c'est le fameux $true qu'on a mis tout à l'heure dans nos options. Mais je vais rajouter aussi une option supplémentaire ici. Pourquoi? Lorsque je modifie la structure de ma base de données, il est possible qu'en modifiant la structure de la base de données, je perdre certaines informations. Si je rajoute une clé étrangère, par exemple, dans une table qui n'en avait pas, ou si je rends un champ nul qui était préalablement non nul, il est possible que je perde des données. Et une base de données, son travail, c'est d'essayer le plus possible qu'il n'y ait pas de perte de données en enforçant l'intégrité référentielle. Donc, moi, je suis en mode de développement. Je sais que au fur et à mesure que j'avance, je vais modifier la structure de la base de données et je peux me permettre de perdre des données. Ce sont des données de test. Ce ne sont pas des données de production. Donc, ce que je vais faire ici, je vais utiliser une autre option qui s'appelle, laissez-moi, oui, Automatic Migration Data Loss Allowed égale true. Donc, c'est, oups. Donc, je permets que lorsque je vais effectuer une modification sur mes classes entités, et que ces modifications vont générer une nouvelle structure de table dans ma base de données. Si cette nouvelle structure de table cause des pertes de données, c'est pas grave, je suis en mode de développement, c'est normal. Tout le monde comprend le but de cette deuxième option à la ligne 13? Parfait. Donc, maintenant que cette classe de configuration est créée, et je répète, il y a énormément de choses supplémentaires qu'on peut faire ici. Je vais essayer de creuser de plus en plus de semaine en semaine, mais je répète, c'est extrêmement grand le Entity Framework. Donc, une fois que cette classe de configuration est créée, il faut qu'on dise à notre fameux bibliocontexte comment l'utiliser. Ou il faut qu'on dise à notre bibliocontexte qu'elle existe et qu'il doit l'utiliser. Donc, je vais venir sur bibliocontexte, juste ici, et normalement, en orienté objet, c'est à l'intérieur du constructeur d'un objet qu'on lui donne ses configurations de base. Donc, on va venir ici créer un constructeur à notre classe bibliocontexte. Donc, public, bibliocontexte, un constructeur vide, et à l'intérieur de ce constructeur, on va utiliser une méthode statique de la classe database. Donc, database.setInitializer
Et à l'intérieur de mon initializer, ben, je vais aller déclarer un new migrate database to last version, qui est un type de données qui existe en entity. Il vient d'où? Il vient du namespace system.data.entity. Donc, new migrate database to last version, ça dit ce que ça veut dire. C'est un objet qui nous permet de migrer la base de données de sa version actuelle vers la version qui correspond à la structure de nos nouvelles classes. Et c'est un objet qui prend deux paramètres, comme ceci dans son constructeur. Le premier paramètre, c'est quoi? C'est le nom de la classe qu'on doit migrer. Donc, voici la fameuse classe qu'on doit migrer. Donc, je vais copier le nom de ma classe héritante de dbContext juste ici. Est-ce que j'oublie quelque chose? Le nom de ma classe héritante de dbContext juste ici, suivi de quoi? Biblio. Il ne le voit pas, pourquoi? Attendez, donnez-moi une seconde. Donc, démo, entity, point, modèle, point, voilà, ça va être mieux comme ça. Parfait. Donc, il faut le nom complet de la classe. Suivi de quoi? Suivi de notre classe de configuration qu'on va aller chercher comment. Donc, on va y aller encore avec le nom de notre namespace, point. On va aller chercher migration et on va aller chercher configuration. Donc, la ligne est un peu longue, mais le bon côté, c'est que en réalité, c'est une recette. Ça va? Ça se fait toujours de la même façon. Donc, malheureusement, on l'apprend par cœur et puis that's it. Donc, je vais le remettre ici. Donc, database.setInitializer suivi d'un new migrate database to last version. Ensuite, on met le nom complet de notre classe qui hérite de data context et ben, cette partie-ci, ben, aussi, c'est standard. C'est le nom de notre namespace suivi de... Oups, excusez-moi, ma souris saute à gauche, à droite. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, le nom de notre namespace suivi de migrations, suivi de configuration. Donc, encore une fois, c'est une ligne importante. Tout ce que vous avez à adapter en réalité, c'est cette partie-ci, puisque ben, votre classe à vous, elle va peut-être porter un nom différent. Donc, je vais copier ceci, encore une fois, puis je vais le mettre dans la fenêtre de chat pour que vous n'ayez pas à retrouver la minute exacte dans le vidéo. Donc, une fois que ça c'est fait, nous sommes en business. Les migrations sont activées. On permet la perte de données lors d'une migration et on a spécifié quelle classe doit servir de base pour la création de la nouvelle structure de la base de données. Donc, je vais sauvegarder et je vais relancer mon application. Donc, on se croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'explosion ou d'exception, mais normalement, tout devrait aller pour le mieux. Donc, que se passe-t-il? Ah oui, excusez-moi. Donc, on a laissé ce code-ci alors que cet item n'existe plus. Ça va, il a déjà été effacé. Mais ça n'empêche pas que la première ligne a été exécutée, qui nous a retourné un objet nul. Donc, normalement, notre base de données devrait avoir été créée correctement. Donc, allons voir, sinon on va changer la requête qui est faite par défaut. Donc, ce que je vais faire, je vais me débarrasser de ceci, je vais me débarrasser de ceci. On va faire un petit refresh sur notre base de données. Voilà.
qui se trouve ici. Si je l'éclate et je regarde mes tables, et regardez comme c'est magnifique. On a une table livre et on a une table détail de livres, qui sont présentement deux tables qui sont dissociées les unes des autres. On n'a aucune relation entre ces deux tables présentement. La preuve est que si je regarde les colonnes de ma table détail livre, elle a sa propre clé primaire avec du non nul, une description varchar max, un nombre de pages, qui est non nul, encore une fois parce qu'un integer est non nul en .NET. J'ai un genre qui a la taille maximum parce qu'il est défini comme une string et nul, pourquoi? Parce qu'une string peut être nulle en .NET. Donc, on ne voit aucune relation entre ma taille détail de livre et ma table livre qui est juste ici en bas. Et si je regarde ces colonnes, voilà, j'ai les mêmes colonnes que tout à l'heure. Ça va pour tout le monde jusque-là? Donc, on est capable de modifier la structure de notre base de données en activant les migrations. Et si je vais regarder dans ma table migration et que je regarde ces colonnes, donc Migration ID, Context Key. Donc, ma classe qui héritait de DB Context, lorsque j'ai voulu rajouter une nouvelle table, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis venu y rajouter, par exemple, un nouveau DB7. Donc, ma table ici de migration prend ces informations en compte. Vous savez, je n'ai jamais essayé de faire ça, mais allons voir, tiens, comment l'information se présente dans cette table. Donc, regardez. Donc, j'ai un ID pour chacune des migrations, un peu comme j'ai un ID pour chacun des commits qu'on utilise, qu'on fait du Git. Ensuite, j'ai un contexte. Donc, ça me donne le nom de la classe héritante de dbContext qu'on a utilisé pour faire notre migration. Donc, chaque fois, cette classe contexte, bon, on a rajouté des nouvelles choses à l'intérieur. Et le modèle, donc, c'est un ID qui représente une photo de ce à quoi ressemblaient nos classes. Donc, dans la première version, c'est ici en haut, je n'avais que la table livre. Dans la seconde version ici, j'ai rajouté la table détail de livre. Ça va? Si je viens modifier maintenant un des champs ou un des attributs d'une de mes tables, je vais avoir une nouvelle ligne ici dans ma table migration avec le même contexte et avec un nouvel ID. Ça va? Donc, ça fonctionne exactement comme Git. Et on est capable de demander au framework de move up ou de move down dans nos migrations. Donc, de nous avancer vers la prochaine migration ou de nous redescendre vers une migration précédente. Juste pour répondre un peu plus en détail à la question que Mohamed Tar avait tout à l'heure. Ça va, Mohamed? Très bien, très bien. Merci. Parfait. Donc, maintenant qu'on a nos deux tables, je vais pouvoir commencer à m'avancer dans les relations. Mais avant les relations, ben, j'aimerais contrôler, moi, un peu plus la manière dont mes champs sont créés ici. Donc, puisqu'on a déjà des informations, disons, dans la table livre, je vais aller m'amuser un peu avec la table livre ici. Mais ça risque de causer potentiellement des pertes d'informations. Ce qui n'est pas grave parce qu'on essaie de déterminer la structure optimale de notre base de données. Donc, moi ici, qu'est-ce que j'aimerais changer? Titre. N var max, c'est trop grand. C'est le titre d'un livre, ce n'est pas le livre au complet que je veux stocker dans ce champ. Et nul, est-ce que le titre d'un livre peut être nul, logiquement, dans une bibliothèque ou dans un site de e-commerce? Ça ne fait pas de sens. Ça va? Un livre doit avoir un titre, absolument. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Parfait. Par contre, le prix d'un livre, oui, logiquement, il ne doit pas être nul et un integer ne peut pas être nul en .NET, mais si je suis dans une bibliothèque et que je viens de recevoir un nouveau livre, ça va? Ce livre-là, je n'ai pas encore déterminé à quel prix je vais le vendre. Ou peut-être que c'est un livre de référence. Donc, il est à consulter dans la bibliothèque, mais il ne peut pas être, ou dans la librairie, mais il ne peut pas être vendu ou acheté. Donc, j'aimerais que le prix d'un livre puisse être nul. Comment est-ce que je fais ça? Donc, on va utiliser un concept
pas particulier au syntaxe, mais un concept qui est intégré dans plusieurs nouveaux langages de programmation modernes, hein, qu'on appelle les nullables. Donc, ça permet de spécifier qu'un type de données qui normalement n'est pas nul peut être nul. Un booléen, par exemple, c'est soit true ou false, mais on peut lui donner un état intermédiaire, nul. Donc, soit vrai, soit faux, ou peut-être qu'il serait nul. Donc, allons-y. Pour y arriver, pour contrôler la structure de la base de données, et je vais le faire avec la table livre ici parce qu'il y a moins de champs, je vais utiliser les fameuses annotations. Donc, si je retourne dans mon projet et je vais attaquer la table livre, encore une fois, si ma table a déjà été créée et que je vais utiliser les annotations pour changer la structure de la table, ben, il faut que j'ai préalablement activé les migrations. Donc, je vais venir ici et moi, non seulement le titre, je veux qu'il soit obligatoire. Donc, ça va me prendre un required. Magnifique. Mais en plus d'être obligatoire, je veux qu'il soit non nul, alors que, bon, le require fait qu'il est obligatoire, donc fait qu'il est non nul. Si je veux en plus limiter le nombre de caractères, ben, on a d'autres annotations pour ça. On a string length, par exemple, ou on a max length, ou encore on a min length. Ça va? Donc, la longueur minimum, la longueur maximum ou la longueur de la string. Moi, ce que je vais faire, je vais venir chercher ici string length. Et string length prend comme premier paramètre la longueur maximum et comme deuxième paramètre la longueur minimum qu'on veut permettre. Donc, je vais aller comme ceci. Donc, je vais y aller avec 10, par exemple. Donc, un titre pourra avoir au minimum 10 caractères et au maximum 100 caractères. Ce qui signifie que quand je vais recréer un livre tout à l'heure et que je vais essayer d'y insérer un titre, si mon titre est plus bas que 10 caractères, ben, ça va générer une erreur parce que la base de données ne l'acceptera pas. Ensuite, donc ça c'est pour le titre. Ensuite, pour mon prix ici, une valeur décimale ne peut pas être, si on retourne dans ma base de données, je vois ici que c'est not nul. Pourquoi? Parce que le type de données décimale ne peut pas être nul en point net. Si moi, je veux absolument qu'il soit nul, ce que je vais venir faire, c'est juste ici, après le type de données, je vais venir mettre un point d'interrogation. Ça va? Et un point d'interrogation, un point d'interrogation me permet de venir dire au framework que je sais que normalement, ce type de données ne peut pas être nul, mais rends-le nul. Ça va? Permet qu'il soit initialisé avec nul. Et puisque c'est maintenant permis de l'initialiser avec nul, bon, au niveau de la base de données, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le champ va maintenant permettre les nuls. Il y a toutes sortes d'autres annotations qui existent et on ne va pas tous les passer aujourd'hui. Je vous suggère de prendre ce namespace et d'aller regarder dans la documentation de .NET pour voir toutes les options qui s'offrent à vous. Mais je pourrais venir ici et créer une notation de range. De range, par exemple. Ça va? Et la notation de range me permet de spécifier ben, le chiffre minimum et le chiffre maximum qui est permis pour le prix d'un article. Ça va? Donc, ça devient quand même assez intéressant. Pour une string, par exemple, pour le titre, je pourrais rajouter encore une fois, ce qui ne fait pas tellement de sens pour le titre, mais on le fera pour l'auteur. Je pourrais venir une regular expression annotation où, à l'intérieur des parenthèses, je pourrais venir définir une expression régulière qui définit quel doit être le format acceptable pour le nom d'un auteur, par exemple, ou pour une adresse email, ou pour un numéro de carte de crédit, etc., etc. Donc, avant d'exécuter ceci, pour voir comment est-ce que
le changement qu'on a effectué ici et les changements qu'on a effectués ici vont affecter la structure de notre base de données, allons d'abord regarder à quoi notre table livre ressemble. Donc, je vais même, vous savez quoi, une image vaut 1000 mots. Donc, prenons une photo de l'état actuel de notre table livre. Ça va, comme ça, on pourra comparer. Donc, dans ma photo ici, donc, je vois que la clé primaire, je ne veux pas y toucher, c'est bon. Le titre, nvarchar max est nul et le prix, on a la valeur maximum là. 18 chiffres pour la partie entière et 2 chiffres pour la partie décimale. Ce qui est normal. La monnaie ou l'argent, on exprime ça avec 2 décimales. Alors que si on avait pris des doubles, ben, un double, on peut avoir plusieurs valeurs dans le décimal et note nulle. Donc, c'est ce qu'on a pour l'instant. Donc, je vais retourner dans mon contrôleur et encore une fois, juste pour éviter d'avoir une erreur pour rien, on s'entend que ce livre-là n'existe plus. Donc, tout ce que je vais faire pour l'instant, c'est db.livre. Et remarquez que ça nous retourne un integer, mais même si on ne le récupère pas, cet integer dans une variable, ça ne cause pas de problème. Ici, je veux juste exécuter du code pour régénérer ma base de données. Ça va selon les nouvelles informations qu'on a soumis ici et ici pour modifier la structure. Donc, allons-y. Je vais lancer le tout. Attendons quelques instants. Fernand, Oui, db.livre, donc .livre.count. Si on n'avait pas déclaré notre ID automatique, on aurait pu la prendre pour faire une incrémentation, non? exactement. Exact. Pas le count. On aurait fait db.livre.add. On aurait fait dans add un new livre. Et dans le livre, au lieu de spécifier juste le titre et le prix, on aurait dû spécifier l'ID aussi. Ok, merci. Ça va? D'ailleurs, ce n'est pas un mauvais exemple. On va le faire dans quelques secondes. Ça va permettre de montrer l'utilisation de l'attribut key, de la notation key. Donc, je vais fermer ceci. Je vais retourner. Je surveille juste. On finit à quoi? À midi ou à midi 50? Midi 50. Midi 50. OK, c'est bon, parfait. Parce que je vais avoir le temps de passer toutes les relations. Merci. Donc, si je fais un petit refresh sur ma base de données, juste ici, refresh, et que je rééclate le tout, les tables, que je vais regarder la table livre et ses colonnes. Donc, regardez. Donc, maintenant, mon prix est, et comment je vais faire ça? Je vais faire ça comme ceci. Parfait. Donc, on voit que mon prix était non nul, juste ici, et que maintenant, mon prix est nul. On voit que j'avais un titre de varchar max et que maintenant, j'ai 100 non nul, alors qu'il était nul. Ça, le non nul, c'est mon require, et le nvarchar max, c'est mon string length avec 100. Et quand je vais essayer d'insérer un titre, si je mets moins de 10 caractères, ça va générer une erreur. Évidemment, l'ID est resté inchangé puisqu'on n'a fait aucune modification sur l'ID. Ça va pour tout le monde? Donc, je sais que Mohamed avait une grosse préoccupation là-dessus la semaine dernière parce que, oui, on créait la base de données, mais on n'avait pas vraiment de contrôle sur le type de nos champs. Donc, on voit que c'est réglé ici. Pas à 100% parce qu'on ne peut pas tout faire avec les annotations. Il n'y a pas d'annotation pour tout. Il y a des annotations pour les choses standards. Si on veut vraiment avoir le contrôle complet sur la manière dont notre base de données est créée, il faut utiliser un autre outil qu'on appelle le Fluent API.
Ça va? Et on verra d'ici la fin de la session là, comment utiliser cet outil. Mais de manière standard, avec les annotations, on peut faire pas mal tout ce qu'on a besoin de faire. Ça va pour là? Pour ça? Parfait, merci. Donc, je vais juste modifier mon ID. Donc, je vais prendre ceci. Je vais prendre une photo de notre structure actuelle pour qu'on puisse recomparer encore tout à l'heure. Et je vais revenir dans Visual Studio. Je vais retourner dans mon livre et ce que je vais faire ici, donc, au lieu de livre ID, je vais dire, tiens, ISBN. Ça va? Donc, un ISBN qui est unique pour chaque livre. Donc, c'est un bon candidat pour être une clé primaire d'une table. Donc, si j'essaie de lancer mon application comme ceci, vous allez voir que ça devrait exploser royalement. Donc, je vais sauver et je vais lancer. Et regardons l'explosion et le message d'erreur. Ça va exploser. Pourquoi? Parce que je n'ai pas techniquement d'ID dans cette table, puisque je n'ai pas utilisé ID comme nom de propriété et je n'ai pas utilisé non plus le nom de la table, livre, plus ID. Regardez le message. Donc, one or more validation error were detected during the model generation. Une ou plusieurs erreurs de validation ont été détectées pendant la génération du modèle. Donc, pour le modèle livre, pour notre classe livre, entity type livre has no key defined. Define the key for this entity type. Donc, on vient de prouver que le fait de mettre livre ID ici, parce qu'il y avait ID précédé du nom de la classe, générait automatiquement une clé primaire. Donc, si je mets ID tout seul, ça va marcher. Mais moi, je veux ISBN comme clé. Donc, parce que j'ai rajouté ce namespace, data-annotation.schema, je peux maintenant venir juste ici, en haut de ma clé primaire désirée et mettre le mot-clé key. Je suis même pas parce que qu'est-ce qui se passe? Install package. Je ne t'entends pas, Mohamed. Parle plus fort. Avec un K majuscule par hasard. Est-ce que c'est ça l'erreur? Non, il me semble que le K minuscule fonctionnait. Ah, merci. Merci beaucoup. 5 points bonus. Donc, j'ai l'attribut key. Maintenant, essayons donc je vais sauver le tout. Essayons de régénérer de relancer notre application. Donc, pour régénérer la base de données avec les nouvelles informations. Donc, ça n'a pas encore planté, c'est bon signe. Attendons. Que se passe-t-il? Multiple entity, colon, specify, for table, livre, only one entity, colon, per table, allowed, livre, count. Qu'est-ce qui s'est passé? Retournons dans notre livre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il nous raconte ici? Il y avait déjà Il y avait déjà une clé dans la base de données. C'est pour ça qu'il ne m'aime pas. Mais normalement, ça aurait dû l'écraser. Donc, c'est ma faute. Est-ce que j'ai besoin de spécifier la clé de la table livre? Excusez-moi pour ça. J'aurais dû le tester avant. Habituellement, j'utilise le standard. Non, c'est ça. Ça, le key, malheureusement, j'aurais dû l'utiliser dès le départ. Ça va? Donc, je ne vais pas pouvoir le modifier ici, à moins d'aller... Ah, vous savez quoi? Je suis quelqu'un de têtu. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais aller dans la base de données.
si vous permettez, je vais prendre ma base, pas que vous ne le permettez pas, je vais le faire quand même, mais je vais prendre ma base de données, je vais détruire ma base de données. Laissons quelques temps à Visual Studio pour accepter cet affront. Comme ceci, comme ceci. Parfait. Donc, on voit que la base de données n'existe plus. Je vais faire même un petit refresh pour m'en assurer que la base de données n'existe plus. Donc, je vais retourner dans Visual Studio. On a ceci et régénérons. Et ça devrait être bien maintenant. Attendons quelques instants. Parfait. Donc, pas d'erreur. Si on va regarder ce qui se passe au niveau de notre serveur, faisons un petit refresh. Et effectivement, nous avons notre base de données juste ici avec une magnifique table livre. Et dans la table livre, dans les colonnes, nous avons un ISBN qui est bel et bien la clé primaire. Ça va, qui est non nul, mais cette fois-ci qui ne sera pas auto-increment. Ce sera à nous d'y insérer des nouvelles valeurs. Ça va pour tout le monde? Oui, parfait. Mais au lieu d'écraser la table tout à l'heure, est-ce qu'on aurait pu la modifier à Non, travers pas pour la clé. l'interface graphique, non? Pas pour la clé. Pas Pas pour la clé, puisque normalement, quand on crée une table, on sait qu'il doit toujours y avoir une clé primaire. Donc, si je veux utiliser un autre standard que celui automatique, ben, je le sais au départ. Ça va? Donc, c'est à moi de choisir le bon nom de propriété et de mettre qui dès le départ. Sinon, j'utilise le standard, donc le nom de la table suivi de ID ou ID tout simplement. Ça va? Comme j'ai dit, si j'étais avec le Fluent API, là, j'aurais pu. Mais avec les annotations, il y a certaines règles à suivre quand même. C'est bon? Oui, très bien, mais ça reste problématique dans le sens où si cette modification vient une fois on avait déjà inséré des données dans la base. Non, ce n'est pas problématique puisque je suis en mode de développement. Je suis en train de créer mon application. Ce n'est pas ce que je suis en train de déployer tu comprends, chez mon client. Je parle quand on est en maintenance, par exemple. Ah, non, c'est pas possible. Même quand on est en maintenance, là, je suis en mode de test. Donc, je pourrais me créer dans mon contrôleur une fonction qui insère des informations dans la base de données si je suis en train de tester. Donc, chaque fois que je relance mon application, je réinsère toujours les mêmes enregistrements pour faire mes tests. Parfait, merci. Ça va? Et n'oubliez pas que c'est un outil qui aide le programmeur analyste parce que sans l'outil, on a toujours le SQL. Je veux dire, je peux toujours venir ici dans mon administrateur, ouvrir une fenêtre de commande SQL et faire des alter tables. Ça marche aussi. Mais le but est de pouvoir tout faire au niveau de Visual Studio, comme on est programmeur analyste et non administrateur de base de données. Mais si jamais l'outil, qui est un intermédiaire, ne nous permet pas d'avoir exactement ce qu'on veut, on connaît le SQL, on peut toujours aller faire les modifications nous-mêmes au niveau de la base de données. Ça va? Très bien, merci. Parfait. Donc, j'ai ma table livre, j'ai ma taille d'étape de livre, détail de livre. Donc, je pense que c'est le moment de passer aux relations. Donc, ce que je vais faire, je vais stopper ce vidéo, ça va? Parce que ce vidéo montre quoi? Montre comment activer les migrations et montre comment, avec les annotations, contrôler la structure de la base de données. Et je vais démarrer une deuxième vidéo qui, lui, va être concentrée sur les relations. Comme ça, vous aurez 3 vidéos bien distinctes pour 3 choses bien distinctes. Le premier,
ça nous faisait la révision de comment créer notre classe, voilà, comment créer notre classe entité, comment faire nos opérations CRUD. Le deuxième qui est celui-ci, comment activer les migrations et comment contrôler la structure de la base de données avec les annotations. Et le troisième, ça va être comment créer nos relations. Ça va? Parfait? Oui. Donc, je vais On a stopper le- l'enregistrement. Donc, je vais stopper l'enregistrement.